bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus, salut Mehdi. Avec pour cette émission, une spéciale infiltration, une spéciale Splinter Cell Conviction. Et d'ailleurs tout de suite... Tu me vois pas là? Non. Tout de suite, le sommaire. Le cœur de cette émission, ce sera bien sûr la critique de Splinter Cell Conviction, séparée en plein... Ouais, c'est moi. Ok. Séparée en plein de petits plateaux, avec le gameplay, avec l'histoire, avec la conclue. You can run on for a long time. Run on for a long time. Comme tous les mois, on aura bien évidemment Showtime. La caméra est là. You gotta cut you down. Tell that long-tongued liar. Dad! Et on conclura zen, sans armes, avec 3 minutes pas plus, pour parler d'un jeu 3+. Mais tout de suite, les news. Gotta cut you down. C'est parti pour les news 18+. On commence direct avec une petite info destinée aux joueurs PS3, Xbox 360 et PC, bref, à tous les joueurs de Just Cause 2. Les fans de Rico Rodriguez se sont vus offrir les 8 et 15 avril dernier 2 DLC gratuits. Ces derniers se présentent sous la forme de 2 nouveaux véhicules, dont le funky Chevalier Brise-Glace, une espèce de mix entre un chasse-neige et un camion marchand de glace de couleur rose, et enfin, tout récemment, le Monster Truck. 5 tonnes, des roues énormes et un lance-grenade juché sur son toit, ce véhicule devrait satisfaire les amateurs de destruction massive. Borderlands, le très bon FPS cel shaded post-apocalyptique développé par Gearbox Software et sorti en octobre dernier sur Xbox 360, PS3 et PC, ressort aujourd'hui à petit prix. 45 € environ sur console et 30 € sur PC. Cette sortie budget est accompagnée de celle du pack double extension sur Xbox 360 et PC uniquement, qui pour 20 € vous permet de récupérer en boîte les 2 premiers DLC du jeu, The Zombie Island of Dr. Ned, ainsi que Mad Moxie's Underdome Riot. Ce pack nécessitera bien sûr le jeu original pour être lancé. Et bien sûr, on ne peut que regretter le fait que le 3e DLC du jeu, The Secret Armory of General Knox, n'ait pas été inclus. Allez, pour tous ceux qui ont toujours kiffé 30 millions d'amis, voici une petite vidéo entièrement dédiée au meilleur ami de l'homme, Shadow. Il s'agit bien sûr du chien loup qui accompagnera le joueur dans Dead to Rights Retribution. Et comme vous pouvez le constater, il est au chien ce que Kratos est au dieu de l'Olympe. Rendez-vous dans 15 jours pour la critique complète du jeu édité par Namco Bandai Games. IO Interactive, le studio responsable de l'excellente série Hitman, qui a été racheté depuis maintenant quelques années par Eidos, a récemment révélé les premières images de son prochain titre. Il s'agit de la suite du jeu d'action Ken & Lynch, sorti en 2007. Plutôt critiqué à l'époque pour sa réalisation pas vraiment au top et des problèmes évidents de maniabilité, Ken & Lynch semble avoir su rebondir dans le bon sens avec ce second volet. Il met toujours en scène le sociopathe drogué Lynch et le bloc de glace Kane, un ancien mercenaire. Ces 2 brutes épaisses, qui rappellent clairement par leur dimension adulte et leur charisme cinématographique le travail de Rockstar sur leurs personnages, contribuent grandement à l'identité du jeu. En découvrant les images de ce trailer, on pense tout de suite au hit de Michael Mann, d'autant plus que Lynch ressemble comme 2 gouttes d'eau au fameux Rainbow. Annoncé pour le 27 août 2010 par son distributeur, Square Enix, ce jeu d'action proposera enfin un mode coop online et offline. De nombreux autres modes multijoueurs devraient également être présents, dont un mode arcade et le mode Fragile Alliance déjà présent dans le premier jeu. Le jeu se déroulera a priori dans les coins les plus crades et mal fréquentés de Shanghai. Bienvenue à Shanghai. On est comme vous, on trépigne d'impatience en réécoutant toutes les BO d'Ennio Morricone en boucle, tout en se rematant l'intégrale d'Ed Wood. Et oui, vous l'avez compris, il est temps de reparler encore et toujours de Red Dead Redemption.
on ne s'en lasse pas. Plus le jeu se dévoile, plus il fait envie. Rockstar place décidément la barre très très haut avec son jeu d'action Open Old West World. Ils viennent ainsi de révéler l'un des modes multijoueurs de leur titre, le Free Roam. Ce dernier permet de jouer jusqu'à 16, non pas dans une map, mais dans l'un des environnements ouverts du jeu, un peu à la manière d'un MMO en fait. Il sera possible de créer son propre posse, qui pourra comprendre de 2 à 8 membres et même de créer ses planques. Les joueurs d'un même gang pourront ainsi se déplacer en groupe ou non, pour chasser ensemble, déclencher des deathmatchs, relever des défis multi, terroriser les civils ou encore aller attaquer la planque d'un autre gang. Autant dire que ça fait rêver. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit que d'un mode multi parmi d'autres. Mais Thierry, on parle pas des épisodes From Liberty City sur PS3 et PC? Thierry? Putain, encore disparu. Bon ben, off. Mais oui, il est désormais disponible. Là tout de suite, les possesseurs d'une PS3 ou d'un PC peuvent désormais jouer aux 2 épisodes de Liberty City jusqu'ici réservés aux possesseurs d'une Xbox 360, The Ballad of Gay Tony et The Lost and Damned. Inutile de vous dire que si vous avez apprécié GTA 4, ces stand-alone s'avèrent tout simplement indispensables. D'autant plus sur PC, où le jeu bénéficiera d'un éditeur de vidéos permettant de réaliser facilement de petits clips. Liberty City est définitivement une ville que l'on a envie de présenter sous toutes les coutures, que celle-ci soit enduite de strass ou de cambouis. You find him. You take. Shut your badass up! You want a job, bro? I'll get you a job, man. You know that. I thought I told you to stay out of town. Papa, they're not prostitutes. They're loose women. Oh! Alright, man. Peace out, bro. On change radicalement de style avec Fear 3, dont voici le trailer de lancement. Entièrement tourné en live, ce trailer comprend quelques microsecondes de gameplay à la toute fin. Le live sied plutôt bien au jeu puisque l'immense John The Thing Carpenter a participé au développement du jeu en tant que consultant. Le scénariste Steve Niles, auteur du comics 30 jours de nuit, a également été engagé par la Warner et le studio Day One pour travailler l'ambiance horrifique du jeu. Monolith, le studio à l'origine de la licence Fear, de la toute première version PC et de sa suite sur console next-gen, a en effet confié les rênes de Fear 3 à un autre studio qu'ils connaissent bien. Day One Studio, connu pour avoir développé Fracture et la série Mech Assault, s'était en effet occupé des adaptations console du premier Fear. Cette suite mettra une nouvelle fois en scène la terrifiante Alma, dont les pouvoirs paranormaux ne cessent de se développer, ainsi que ses 2 fils ennemis, Pointman, le soldat modifié, et Paxton Fettel, le cannibale fou. Pour la première fois dans la série, qui pourrait éventuellement passer à la 3e personne, un mode coop sera proposé permettant d'incarner 2 hommes, Pointman et Fettel, pour 2 points de vue. C'est définitivement officiel, le coop est à la mode. Il semblerait que le succès faramineux de New Super Mario Bros. Wii ait porté ses fruits 18+, et il ne serait donc pas surprenant que cette option soit online, mais également offline. Ah, et pour terminer sur Fear 3, il semblerait qu'Alma soit à nouveau enceinte. Start spreading the news. Voici maintenant le trailer New York consacré à Crysis 2, développé par Crytek et édité par Electronic Arts, qui a bien appris la leçon marketing donnée par les superbes trailers musicaux consacrés par Ubisoft à ses derniers jeux. To be a part of it. New York, New York. La musique est bien sûr le New York de Liza Minnelli, popularisé par Sinatra et interprété ici par la chanteuse britannique Polly Scattergood. Allez, on se tait et on vous laisse apprécier. All longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And I found you here.
Visiblement, EA n'est pas le seul à avoir suivi le modèle des trailers Ubi. Dans un style similaire, voici maintenant le premier trailer de Gears of War 3, annoncé pour avril 2011. Et ouais, elle déchire les news de ce classé 18+. Don't cry, my love, don't cry no more. La musique est Iron Blue de Sun Kill Moo, alias Mark Kozolek. Enjoy. A crashing sky, a rolling screen. A city drowning in God's black tears. I cannot bear to hear them. Voilà, les news, c'est terminé. On va maintenant attaquer dans le vif du sujet avec... Mehdi, c'est par là que ça se passe. Attends, je vais allumer ma lumière. Si je te dis infiltration, tu me réponds quoi en jeu vidéo? MGS. Et voilà, ça c'est le truc classique, quoi. C'est vrai que Metal Gear Solid a un petit peu imposé le style, même s'il y avait eu d'autres essais auparavant. Déjà le Metal Gear tout court qui était sorti sur MSX. Ensuite on a eu également FIF, The Dark Project, qui était vraiment excellent dans une ambiance moyenâgeuse et qui abordait un petit peu la notion d'infiltration. Mais Splinter Cell, donc ça a été vraiment le choc dans le sens où pour la première fois on avait une infiltration réaliste, donc pas genre un petit peu romancé avec la mise en scène à mort comme pour les MGS. Là le jeu était sous licence Tom Clancy et donc le premier en fait se distinguait justement par l'utilisation des gadgets, par le côté les animations qui étaient très souples du personnage central et qui pouvaient faire des tas de mouvements genre en interaction avec le décor. Par exemple avec la possibilité très connue, donc t'étais censé le faire ça en plateau mais t'as pas réussi, c'était justement de se tenir grand écart entre les deux murs et ensuite tu pouvais genre commencer à shooter les mecs et éventuellement leur tomber dessus, etc. quoi. Ça c'était bien cool. Les adducteurs, tout ça. Ouais, c'était compliqué. Ensuite, on a eu Splinter Cell Pandora Tomorrow qui a suivi, qui apportait une dimension multijoueur au jeu. On a eu après Splinter Cell Chaos Theory, donc toujours sur Xbox, même si des jeux, des adaptations sont sortis sur toutes les plateformes de l'époque. Et là, celui-ci se distinguait par la musique d'Amon Tobin et par des décors qui étaient absolument spectaculaires, genre pour l'époque, avec un gros travail sur les textures, sur les reflets, sur la lumière. Et là, pour la première fois, on avait vraiment le côté ombre et lumière qui était omniprésent. Et également, en fait, la possibilité de s'approcher tout doucement des personnages et soit de les tuer, soit de les assommer, et également d'utiliser le couteau. Donc c'était une approche beaucoup plus animale en fait, et le jeu avait vraiment marqué pour l'époque. Donc ensuite on a eu Double Agent qui est sorti, c'est le premier qui est sorti sur 360. Ouais. Alors celui-ci genre changeait un petit peu le personnage de Sam Fisher parce que cette fois-ci il était vraiment vénère, c'est-à-dire qu'en gros il était obligé de s'infiltrer dans une organisation terroriste, il était confronté à des choix qui étaient réellement pénibles et donc un peu perturbé, il apprenait la mort de sa fille, bref le personnage commençait à partir en vrille et là pour la sortie de Conviction on nous avait promis via les trailers un Sam Fisher beaucoup plus méchant, beaucoup plus violent, plus expéditif, un truc plus action, vraiment inspiré par le cinéma avec les films tels que Bourne par exemple, donc vraiment un truc très 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 speed et avec évidemment la symbolique des interrogatoires où tu pouvais choper un mec et lui péter la gueule genre avec les éléments du décor. Ouais, j'ai vu ça, c'était cool. Bref, on attendait tu vois un nouveau Sam, genre vraiment badass, genre un vrai bâtard, peut-être du niveau de Kratos. Donc tout de suite, on va voir la partie de la critique consacrée à l'histoire du jeu. Sam is back. Après avoir officié durant des années pour Echelon 3, une entité secrète de la NSA, et s'être infiltré au péril de ses convictions dans l'organisation terroriste JBA, la Johns Brown Army, il a tout plaqué. Sa fille est morte, renversée par un ivrogne. Il l'a tuée, aurait tué son meilleur ami et l'ancien directeur d'Echelon 3, Irving Lambert, présent depuis le début de la série. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Il est désormais seul, hanté par des souvenirs douloureux, sans raison de vivre. Jusqu'au jour où il apprend que la mort de sa fille, Sarah, n'aurait rien d'accidentel, et qu'un certain Andrei Kobin serait son assassin, un assassin sur commande. Andrei Kobin.
Tu disais un truc au sujet de ma fille, non? Le scénario de Conviction voit le retour d'une poignée de personnages emblématiques de la série, dont la fameuse Grimm, son ancien contact au sein d'Echelon 3. Tu peux faire ce que tu veux. Je suis trop vieux pour ce genre de truc, Grimm. Le pitch du jeu se rapproche clairement de celui de La Vengeance dans la peau et de la série Bourne en général, qui a marqué le renouveau du cinéma d'action hollywoodien. Les thèmes abordés sont les mêmes: culpabilité, trahison par une organisation gouvernementale secrète et formatrice, complot et vengeance. La mise en scène de Paul Greengrass a également été reprise, et les cinématiques in-game de Splinter Cell Conviction usent et abusent de simili-mouvements caméra à l'épaule, truffés de petits coups de zoom des zooms. Mais ces cinématiques sont maladroites, empruntées, et se contentent de singer la réalisation docu à l'arrache du New Hollywood, symbolisé par des films tels que Miami Vice de Michael Mann ou Des Mineurs de Catherine Bigelow. Dès les premières minutes, on sent que cet aspect constituera l'un des principaux défauts du jeu, une sensation qui ne fait que se confirmer au fil de la partie. Celle-ci, renforcée par le jeu des acteurs, peu inspirée et encore affadie par le manque d'expression de leur visage. On est très loin d'un Uncharted 2, d'un Yakuza 3 ou même d'Assassin's Creed 2. Mais les deux jeux Ubisoft ne partagent pas le même moteur graphique. Putain, c'est pas trop tôt. Le manque d'impact des cinématiques est heureusement compensé par les choix de mise en scène in-game, symbolisés par les scènes d'interrogatoire. Sam Fisher, comme Bourne, est passé maître dans l'art du combat au corps à corps. Thierry Simkoskas, un expert reconnu en Krav Maga, une technique de close combat israélienne, a d'ailleurs réalisé les mouvements de Sam en mocap. Le résultat est clairement spectaculaire et rappelle les scènes de combat d'un Bourne ou encore du traqué de William Friedkin, le couteau en moins. Malheureusement, à l'image de son nouveau visage, Sam Fisher n'est pas tout à fait à la hauteur. Si elle est clairement 18+, et regorge de morts violentes, de séquences spectaculaires et d'interrogatoires sanglants, l'aventure proposée manque de noirceur à l'image de son héros. Un temps présenté comme un homme à la dérive, avec cheveux longs, yeux hagards haineux et barbe fournie, Sam a finalement pris les traits d'un père de famille idéal, avec le look cheveux courts, barbe de quelques jours, soigneusement entretenu d'un George Clooney. Lissé visuellement, le personnage l'est également scénaristiquement. Là où il devrait tuer, il gifle. Là où il devrait gronder en silence, il papote. Génial. Bref, ce n'est pas le Sam Fisher hard-boiled, façon héros hollywoodien des 70s que l'on espérait. Mais s'il n'est pas définitivement au niveau d'un Kratos, Sam Fisher n'est pas non plus un cosplayer. Et ce regret est très personnel. Un traitement plus radical l'aurait sans doute coupé du grand public finalement visé. Pour poursuivre sur les regrets, il apparaît évident que la narration éclatée du jeu, abusant des flashbacks et autres flash-forwards, si elle parvient à imposer certains personnages comme celui très réussi de Victor Coste, est surtout là pour dynamiser un scénario autrement très convenu. Ceci dit, le jeu fait preuve d'une grande générosité dans les cadres proposés et a su consommer ses influences cinématographiques pour offrir quelques séquences mémorables. On retiendra en particulier un flashback irakien, une course-poursuite en pleine foule et un pétage de plomb des plus jouissifs, quoique tardifs, de Sam Fisher sur fond de DJ Shadow. Les musiques oscillent d'ailleurs entre les partitions inspirées par les BO des Jason Bourne et celles, plus électro, et toujours aussi efficaces, signées Amon Tobin, à qui l'on devait déjà l'incroyable bande-son de Splinter Cell Chaos Theory. Au scénario de la campagne solo, centré autour de Sam Fisher, s'ajoute celui accessoire de la campagne coop, qui met en scène les agents Archer et Kestrel. On appréciera tout particulièrement les dialogues in-game de ces deux hommes issus d'organisations opposées, Echelon 3, américaine, et Voron, russe. Ouvre l'œil, ça t'aidera à survivre. Et qu'est-ce que tu fous, Mehdi? Bah je planque le corps. Ah non, c'est terminé ça, c'était dans les vieux Splinter Cell. Attends, je vais te montrer comment ça se passe. Les nouveaux Splinter Cell, c'est comme ça. Tu vois, Mehdi, tu commences par tuer quelqu'un au corps à corps et ensuite tu débloques la possibilité de marquer exécuté dans le jeu. Ah ouais. Donc tu repères 2 ennemis dans le décor, tu les marques et ensuite tu les exécutes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans Splinter Cell Conviction. Mais c'était une espèce protégée. L'ours blanc? Ouais. Rien à foutre. Sam Fisher maintenant c'est un vrai bâtard, enfin un semi-bâtard. Donc, mais tu vas voir ça tout de suite avec le gameplay. On va l'analyser là. Ça fait un petit peu mal au cœur. Cobin me filera une belle prime quand je lui apporterai ta tête. Le gameplay de Splinter Cell Conviction reprend les bases de la série pour mieux en renouveler les mécaniques. Une nouvelle fois, on sent l'inspiration des Bourne. Sam Fisher est plus rapide, plus expéditif et ne perd plus son temps à cacher les corps qu'il ne manque pas de laisser sur son passage. Le système de combat, particulièrement réussi, parvient néanmoins à ménager l'aspect infiltration du jeu bien présent malgré sa refonte radicale. Il sera ainsi toujours nécessaire de réaliser des kills au corps à corps, même si l'approche animale imposée par Chaos Theory a disparu, à l'image du couteau, le grand absent du jeu. En éliminant un ennemi en silence, le joueur obtient la possibilité d'exécuter un certain nombre d'adversaires. Pour être exécuté, c'est-à-dire éliminé à distance, en un coup avec effet de flou et petit ralenti bien senti, ceux-ci devront préalablement être marqués. Le nombre d'ennemis que l'on peut marquer dépend de l'arme utilisée et de ses upgrades. Ce système est malin.
puisqu'il contraint le joueur à la jouer fine et le récompense en lui permettant de réaliser des kills visuellement spectaculaires. La possibilité d'exécuter ou non est illustrée à l'écran par les marqueurs situés au-dessus de la tête des ennemis, qui passent du blanc au rouge. Le HUD, situé en bas à droite de l'écran, indique également le nombre d'ennemis qu'il est possible de marquer, ainsi que la possibilité ou non de les exécuter. Ce petit HUD manque un peu de clarté de prime abord, surtout en coop, où l'on peut réaliser des doubles exécutions synchronisées. Il est bien sûr possible de tirer dans le tas, façon Gears of War, mais contrairement aux mercenaires croisés ou aux hommes d'échelon 3, Sam ne porte pas de gilet pare-balles. Foncer dans le tas conduit donc généralement à une mort rapide, d'autant plus que le branle-bas de combat provoqué par une approche frontale conduit généralement à l'arrivée de renforts et à la mise en alerte des forces ennemies, dont les déplacements deviennent alors plus erratiques et rapides. Dans les derniers niveaux, il n'est pas rare de voir les lieux envahis par une grande quantité d'ennemis. Il est alors nécessaire d'utiliser son environnement à bon escient afin d'en marquer le plus grand nombre possible pour réaliser au moins un kill au corps à corps avant d'exécuter tous les autres. Le jeu récompense d'ailleurs les joueurs inventifs et consciencieux à l'aide des défis PEC. Ces derniers vous permettent d'engranger des points en réalisant un nombre conséquent d'objectifs précis, scindés en 3 catégories, défis disparaître, défis Splinter Cell et défis préparer exécuter. Les points obtenus peuvent ensuite être dépensés pour upgrader ces armes, celles-ci étant accessibles dans des caisses dépôts d'armes qui servent également de checkpoints. On peut préciser de suite qu'Ubisoft propose du contenu gratuit tous les jeudis, et ce depuis le 15 avril. De nouvelles armes, tenues et même une map inédite destinée au mode opération spéciale sont au programme. Le 15 avril, c'est le pistolet mitrailleur MP7A1 qui a été téléchargeable. Les armes proposées sont nombreuses, celles-ci venant compenser la disparition d'un certain nombre de gadgets, ces derniers étant désormais limités au miroir que l'on glisse sous les portes avant d'obtenir le fibroscope, aux grenades, flash, à fragmentation et IEM. À la grenade IEM s'ajoute un générateur d'IEM portatif, permettant de désactiver pendant quelques secondes tous les dispositifs électroniques d'une zone donnée, de manière à plonger les ennemis dans l'obscurité et profiter de la confusion créée pour fuir ou attaquer. Parmi les gadgets, on trouve aussi les mines télécommandées, que l'on peut lancer au pied d'un ennemi sans qu'il tique, pratique. On retrouvera aussi les fameuses caméras glues, et, enfin, Sam pourra utiliser à la moitié de la campagne solo les fameuses lunettes sonar qui reprennent le son emblématique de la série lorsqu'on les allume. Ces dernières permettent de sonder les environnements pour identifier ou marquer à travers les murs les humains, ainsi que certains éléments du décor comme les objets explosifs, les lasers et les caméras de surveillance. Mais attention, si les murs sont trop épais, les ennemis resteront invisibles. Les lunettes sonar remplacent donc les habituelles visions thermiques et nocturnes en cumulant leurs effets, c'est-à-dire voir dans l'obscurité et identifier l'ennemi. Toujours afin d'améliorer la lisibilité du jeu, lorsque le joueur est à l'abri des regards, la colorimétrie vire au noir et blanc. Des flèches de détection viennent compléter cet effet visuel. Celles-ci apparaissent lorsque le joueur est sur le point d'être repéré. Elles sont blanches lorsqu'un adversaire peut potentiellement le détecter, incitant le joueur à se déplacer au plus vite, et deviennent rouges lorsqu'il se fait griller. Le gameplay de ce Splinter Cell Conviction propose une dernière nouveauté avec le concept de « dernière position connue ». Lorsque le joueur est repéré par des ennemis situés à distance, une silhouette blanche apparaît à l'écran comme un écho du corps de Sam Fisher. Celle-ci représente sa dernière position connue, celle sur laquelle l'ennemi concentrera ses tirs et lancer de grenades. Vous pouvez donc en jouer en vous faisant repérer pour ensuite disparaître discrètement et prendre à revers un adversaire persuadé de savoir où vous êtes. Pour conclure sur le gameplay, sachez que Sam est désormais moins acrobatique. Fini les sauts écarts, demi-sauts écarts, les glissades sur câble, les séquences de rappel et autres neck twists en étant suspendu au plafond. Les mouvements de Sam ont été simplifiés, mais également accélérés. Il peut désormais se suspendre à un mur ou un plafond pour sauter sur un ennemi. Sans rancune, hein? Se planquer derrière un élément du décor et glisser discrètement d'un abri à l'autre à l'aide des actions contextuelles. Mais il peut également se déplacer très vite, accroché au rebord d'un mur ou à un garde-fou, pour attraper un garde imprudent et le projeter dans le vide. Sans doute un peu moins riche que les précédents Splinter en termes d'infiltration, ce Splinter Cell Conviction gagne en contrepartie en accessibilité et en dynamisme, tout en proposant des idées neuves parfaitement adaptées à sa nouvelle approche. Telles que les fameuses séquences d'interrogatoire qui permettent de péter contextuellement la gueule d'un NPC. Celles-ci font avancer l'intrigue de manière interactive, tout en permettant aux joueurs de se défouler façon classé 18+. Et les options de jeu sont toujours aussi riches avec une campagne solo et 5 modes multijoueurs, dont une campagne coop et les missions opération spéciale, chasseur, infiltration, survie et duel, jouables seul ou à deux dans 6 environnements différents. Bien, j'aurais pas besoin de t'apprendre à tirer. Alors, qu'est-ce qui vaut ce putain de Splinter Cell? Jamais, espèce de bâtard! Ah ouais? Alors maintenant? Tu veux que je te parle de Metal Gear, c'est ça? En plus, tu te fous de ma gueule! Et là, tu vas parler? Je ne tirerai jamais, espèce de bâtard, je te dirai rien! Même si j'augmente la vitesse? Non! 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 La coqueluche, tu sais! La coqueluche!
Splinter Cell Conviction n'est plus tout à fait un jeu d'infiltration, ou du moins plus seulement. Son système de combat permet en effet d'avancer vite, très vite même, là où un Chaos Theory demandait aux joueurs une furtivité de tous les instants. Il est bien sûr toujours possible de traverser certains niveaux sans tuer personne, ce qui sera d'ailleurs requis dans certains cas, quoique rarement. Mais globalement, Sam Fisher n'est plus le ninja high-tech d'antan. Sam Fisher, clairement, est le père caché de Jason Bourne. Résultat, le jeu se déroule à 100 à l'heure et une fois les mécaniques de jeu maîtrisées, on s'éclate vraiment. En solo comme en coop. Et quel bonheur de pouvoir jouer en écran splitté. Le gameplay s'avère être d'une grande souplesse. Visuellement, le jeu est magnifique. Et une nouvelle fois, à l'image des précédents Splinter, ce sont les environnements qui impressionnent le plus. Tuons-le avant que Creed ne s'occupe de nous. Dommage que le scénario et la mise en scène des cinématiques soient si pauvres. Ok, Grim. Essaie de me piéger et tu vas le regretter. L'IA des ennemis, en mode normal, est loin d'être impressionnante. Ces derniers surprennent en effet davantage par la richesse de leur dialogue que par leur réactivité. La technique du « je reste planqué près d'un corps et je tue tout ce qui s'approche » fonctionne malheureusement trop bien. On est loin des ennemis qui repéraient Sam uniquement au son provoqué par ses pas dans Chaos Theory. Si la campagne solo se termine assez vite, on appréciera la richesse des défis PEC et celle des options de jeu proposées. La rejouabilité est bien présente, d'autant que les points acquis grâce aux défis PEC s'accumulent en rejouant certains niveaux ou en jouant en multi. Splinter Cell Conviction se présente donc comme une œuvre solide qui, sans renier ses bases, parvient à proposer aux joueurs une expérience de jeu sans doute moins oppressante et immersive, mais plus accessible et dynamique. Je te jure, j'ai rien vu du tout, mec. Franchement, il vaut le coup. Et quel bonheur d'avoir enfin du contenu téléchargeable gratuit. Attention. Bref, jouez-y. Merde, j'ai oublié ce que je devais lancer. Ah ouais, Showtime. Oh, Médoc, ça va? Ces derniers temps, j'ai vadrouillé un peu sur le net, et grâce aux conseils avisés d'un jeune stagiaire, j'ai pu dénicher quelques paires de titres ici et là. Le tout restant bien évidemment dans le cadre du jeu vidéo. Et comme à No Life on est philanthrope, on partage. Ce mois-ci, c'est sur SimGirls que j'ai perdu du temps. Un jeu en flash dans lequel on doit nouer des relations avec des filles de son entourage. L'histoire vous plonge dans la peau d'un jeune étudiant qui fait la rencontre d'une meuf extraterrestre du futur. Après, j'ai pas suivi parce que j'en avais rien à foutre. Les boobs et tout ce qui est féminin et à peu près rebondi arrivent très tôt dans le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Alors au début, j'avais l'impression que l'ensemble graphique était vilain. Des dessins un petit peu grossiers, un style manga maladroitement emprunté à Video Girl Eye, bref, un choix artistique super contestable. Mais après quelques temps passés sur cette simulation de drague, mon impression s'est transformée en certitude. C'est vraiment méchamment vilain. Mais tout comme vous, c'est pas le genre de truc qui m'arrête. Je me suis donc plongé tout entier dans le game system. Le but ici est d'arriver à décrocher des rendez-vous avec les filles que vous côtoyez tous les jours. Mais avant le rencard, vous devrez choper tout un tas d'informations sur vos victimes et les gaver de cadeaux, afin qu'elles vous apprécient. Et ça coûte des thunes, un peu comme dans la vraie vie. Du coup, on vous offre la possibilité de vous en faire à travers des mini-jobs, genre des cours particuliers ou de la vente de drogue. Une fois qu'elles vous font confiance, vous êtes en mesure de les dater. Sur place, il s'agit de faire plaisir à la miss, en lui montrant qu'on a bien retenu son groupe sanguin, son film préféré et ce qu'elle a mangé hier. Ensuite, on prend une photo et on lui roule un sac. Ça y est, c'est officiellement votre petite amie. Vous pouvez désormais aller squatter chez elle et faire des mini-jeux érotiques. Alors que Tomoko vous proposera de deviner ce qu'elle porte sous ses vêtements, Kotomi, elle, vous invitera à lui titiller la moitié inférieure du corps avec une plume. Et là, devant vos yeux, je vous présente la première mosaïque de Showtime. Je vous demanderai pour l'occasion d'observer quelques secondes de respect. D'une manière générale, les occasions de se rincer l'œil dans SimGirls sont assez nombreuses. Et le jeu jouit bizarrement d'un certain intérêt, surtout quand on n'a rien de vraiment important à faire. D'autant plus que je ne vous ai présenté qu'une partie de ce qu'on pouvait voir.
Alors ouais, les phases de baston contre des punks violeurs ou les courses-poursuites avec la police sur l'autoroute, c'est super merdique. On s'énerve également sur le nombre incalculable de vestes qu'on se prend quand on propose un rendez-vous et on pleure des larmes de sang quand on regarde de plus près ce Cara Design tout pourri. Mais tout comme vous, c'est pas le genre de truc qui m'arrête. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. On se retrouve le mois prochain. Alors... Ok. C'est ça le problème avec Mehdi, quoi. Il sait jamais quand s'arrêter. Là, tout à l'heure, il m'a carrément fait mal pendant la séquence d'interrogatoire, ce bâtard. Bah ouais, mais bon, c'est comme une star, faut pas lui... Non, c'est pas une star, c'est pas une star. Genre, personne le connaît, quoi. Dans le milieu du RPG, tu vois, il est connu pour... C'est level 0. Tout le monde l'appelle comme ça. Si en plus, il est ridicule avec sa lampe frontale. Ah ouais, mais il sait même pas mettre une lampe frontale. Mais ils sont cons, c'est Sam Fisher version hip-hop. Mais de toute façon, à la première occasion, de toute façon, je le nique. Tu vois, je le bute. Genre, je lui mets un gros coup de tatane, 2 coups de gun, là, genre marque exécuté, quoi. Non, il est apprécié par le public, on va pas faire ça. Non, c'est pas une star et il mérite au moins un blâme. Enfin bref, c'est un gros bâtard, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, mais bon, restons zen, tout de suite d'ailleurs, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et même de 3 jeux 3+. Les jeux Game & Watch, ça vous dit quelque chose? Si vous êtes né dans les années 70 ou même 80, soyons clairs, vous n'avez pas pu passer à côté. Ou alors vous mentez. Si, vous mentez. On ne va pas revenir sur l'histoire de ces jeux portables made in Nintendo. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'excellent bouquin L'histoire de Nintendo Part 2 aux éditions Pix & Love. Sachez simplement que ces Game & Watch proposaient chacune un jeu, sur un écran, tout du moins au début. Et c'est d'ailleurs par le début que le DSiWare français commence. Disponible depuis 2009 au Japon, le service de téléchargement français a accueilli fin mars 3 jeux Game & Watch monoscreen. Chef, Judge et Mario Cement Factory, suivi début avril de 2 autres titres, Manhole et Helmet. Chaque jeu coûte 200 points DSi, le plus petit prix possible sur la plateforme, et propose 2 options de jeu, Game A et Game B, le B étant l'équivalent du mode difficile. Nous avons décidé de vous parler de 3 d'entre eux, Helmet, Chef et Manhole, tous sortis en 1981 et tous sur un écran. Et oui, première remarque, contrairement aux jeux contenus dans les Game & Watch Collection 1 et 2, sortis sur DS et accessibles aux membres du club Nintendo japonais, les jeux proposés sur DSiWare ne sont pas double écran ou multiscreen, comme le fameux Donkey Kong par exemple. Un seul écran est donc mis à contribution. Dans le cas d'Helmet, il s'agira de le traverser pour rejoindre son bureau de l'autre côté d'un chantier, et pour ce faire, passer au travers d'une pluie d'outils. Dans Chef, en tant que cuisinier, vous devrez parvenir à rattraper des ingrédients dans votre poêle, tel un jongleur professionnel, pour qu'il n'aille pas nourrir les souris. Enfin, Manhole, très original, vous propose visiblement d'incarner un type vivant dans les égouts qui s'échine à reboucher les bouches d'égout en faisant don de son corps afin que de malheureux passants ne tombent pas dans le vide. Totalement addictifs, ces minigames hardcore et hypnotiques ne sont pas tous au même niveau. Il faudra donc faire votre choix parmi les 5 titres aujourd'hui disponibles. Manhole est un peu lent au départ, Helmet n'est pas le plus fun du lot, Chef est donc mon préféré sur les 3. Mais rien ne saurait remplacer Donkey Kong en multiscreen. Quoi qu'il en soit, il était temps que les Game & Watch débarquent enfin sur les DSiWare français. Et voilà, Classé 18+, c'est terminé pour aujourd'hui. On conclut en version coop. Bon, vous l'avez constaté, ce Classé 18+, était un peu plus court, actualité oblige, on avait qu'une critique. Mais dans 15 jours, on aura la critique de Nier. On aura également la critique de Dead to Rise Retribution. Nos rubriques habituelles avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et un Hidden Palace consacré à la série des Dead or Alive, mais version non censurée. Rendez-vous dimanche, 22h30 dans 15 jours. Ciao. Salut Midi. Ciao. À la prochaine. Yeah.